Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Henri Loff et avec un collègue qui est ici, Thierry Guibert, nous allons vous faire donc une petite conférence sur l'art et la machine. D'abord, est-ce que vous nous entendez correctement là? Bon, très bien, parce qu'au fond là, on n'a pas le même ressenti du son. Donc c'est une conférence qui va essayer de vous plonger dans ce qui se passe aujourd'hui entre les machines, dans tous les sens du terme, aussi bien les robots, les ordinateurs, les IA, les intelligences artificielles et l'art. C'est un domaine qui est en pleine effervescence, en plein développement, et on va avoir deux parties dans cette conférence. La première partie, c'est tout simplement de vous faire une sorte de panorama de ce qui se fait aujourd'hui, avec à la base un petit quiz pour vous présenter et vous poser des questions sur ce que vous connaissez déjà un petit peu des ordinateurs, des IA, ou que vous ne connaissez pas. Et donc on va voir au travers du quiz un petit peu quelles sont vos connaissances. Et puis nous, à partir de là, on va pouvoir vous présenter ce panorama. Et la deuxième partie, qui est une partie, je pense, assez passionnante, c'est qu'on va vous montrer qu'aujourd'hui, il y a déjà des outils qui vous permettent tout de suite, maintenant, de travailler en art avec des programmes, des logiciels, des algorithmes et même des intelligences artificielles pour produire des œuvres de l'art. En deux mots, moi j'enseigne à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis aussi un passionné de photographie, de 3D, de sculpture numérique. Et je vais laisser mon collègue se présenter, Thierry Guibert. Bonjour. Donc moi je suis artiste plasticien et je suis aussi programmeur. Et je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que j'ai commencé à programmer il y a 25 ans en fait. Il n'y avait pas vraiment de cours de programmation aux Beaux-Arts. J'ai commencé par moi-même, en bidouillant, en faisant du copier-coller au niveau du code. Et très vite, c'est devenu mon médium privilégié. Et donc c'est pour ça que je suis assez content de vous faire, avec Henri, découvrir un panorama sur le design génératif. Parce que dès qu'on s'y s'est mis, c'était à peu près l'époque où le design génératif a commencé en fait. Donc, et ensuite, j'ai pris des cours de programmation un petit peu plus sérieux au CNAM. Et donc, je vais être content de vous présenter certains artistes qui me sont chers. Et ensuite, en fin de diaporama, je vous montrerai mon site web, puisque dans mes installations, il y a différents processus qui utilisent le génératif, que ce soit au niveau du son, de la 3D, de la 2D. Voilà, merci. Alors, je vous rappelle là les principes de la conférence. Il y a deux grandes parties. On va commencer par un quiz, donc un dialogue entre nous. C'est un petit jeu, un quiz. Hein. C'est un jeu, vous allez voir, c'est assez marrant. Et à partir de ce quiz, on va vous présenter donc un panorama. Alors, pour faire le quiz, il faut que vous alliez vous mettre sur Kahoot. Comme vous pouvez le voir sur les écrans qui sont ici, il y a une adresse, kahoot.it. Donc, il suffit avec n'importe quel smartphone d'aller sur Internet, de taper kahoot.it et vous allez pouvoir rejoindre grâce à un petit code à 6 chiffres qu'on va vous afficher tout de suite. Voilà le code. Vous allez pouvoir donc faire ce petit quiz. Alors, est-ce que vous arrivez à vous connecter? Alors, ce que je vous propose, c'est que pendant 5 minutes, le temps que vous essayez de vous connecter, vous voyez ici qu'en même temps, quand vous êtes connecté, il y a le nombre de players. Hein, on va pouvoir avoir un nombre de players plus ou moins élevé. Eh bien, mon collègue va vous définir un certain nombre de concepts qu'on va utiliser tout le long de cette conférence. Et je lui laisse la parole sur la définition des concepts. À toi, Thierry. Je vais commencer tout simplement par l'art génératif. L'art génératif, c'est des artistes qui utilisent des systèmes, des algorithmes pour générer des formes. Nicolas Schoeffer, un des premiers artistes de la cybernétique, avait dit on crée la création finalement. On crée des systèmes qui créent. Alors c'est ce que font les artistes de l'art génératif. Ils utilisent des systèmes, des procédures, des ensembles d'instructions pour générer des œuvres. Vous voyez que dans ce que je dis, je n'ai pas encore parlé d'ordinateur parce que les premiers artistes qu'on appelait les algoristes, ils ont commencé à programmer sans ordinateur et on en reparlera après, notamment Vera Molnar qui faisait ce qu'elle appelait des programmes imaginaires. Le grand principe qu'il faut retenir, c'est que c'est un art qui génère des formes ou un art qui génère des formes qui génère des formes. Et puis la deuxième chose qu'on peut avoir en tête, c'est que souvent les formes sont plus ou moins imprévisibles.
soit avec beaucoup de hasard, ou soit avec beaucoup d'intelligence pour pouvoir se structurer et émerger. Alors, on a 10 inscrits sur le player. Ben, je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer. Est-ce qu'il y en a qui veulent encore s'inscrire? Levez la main si vous voulez vous inscrire. OK, on vous laisse encore quelques minutes. Donc, on va vous faire encore un petit peu de définition pendant ces quelques minutes. Alors, Thierry, t'attaques quoi? L'IA ou la machine peut-être? La machine, allez. La machine, disons que c'est un système qui permet d'amplifier. Au départ, la machine était faite pour amplifier les gestes au niveau mécanique, construction mécanique. Amplifier, déployer, c'est une extension, c'est une sorte de prothèse. Et petit à petit, dans les machines modernes, elle deviendra intelligente. Elle sera dotée d'un programme d'analyse de son environnement et de réactivité face à son environnement. Donc voilà, la machine, au départ, c'est plutôt mécanique. Ensuite, le robot, tel qu'on le définit actuellement, c'est un ensemble mécatronique, donc mécanique, électronique, informatique. Lui, il a les différentes strates, hardware et software. Il a la partie construction, il a la partie électronique et il a la partie purement informatique. Alors, pour finir, on va faire une dernière petite définition sur l'IA. Alors, l'IA, c'est un petit peu ce qui explose en ce moment, vous entendez parler, aussi bien que pour piloter un avion, que pour piloter une voiture toute seule, un camion, que pour prendre des décisions médicales par rapport à un scan qu'on vous fait ou une radio. Aujourd'hui, les IA ils sont a priori plus performantes que les experts, les spécialistes, les routiers, etc. Donc, l'IA, l'IA, c'est tout simplement simuler l'intelligence. Et là, 3 points de suspension. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est pas simple. L'intelligence, on peut penser évidemment à nous, l'intelligence humaine de nos cerveaux. Mais on peut aussi penser aux animaux, aux insectes. Il est clair que l'éthologie a largement démontré aujourd'hui que l'intelligence existe aussi chez l'animal. En réalité, les IA qui sont créées aujourd'hui, qui sont basées sur 2 grands principes, ce qu'on appelle les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, le deep learning, et les statistiques, le big data. Si l'IA a émergé aujourd'hui, c'est de votre faute. À votre avis, pourquoi l'IA a émergé aujourd'hui? Et pourquoi c'est votre faute? Qui c'est qui a une idée? Oui? Plus fort? Ah, et je crois qu'il y a un micro, on va pouvoir nous aider avec un micro. Eh bien, en fait, nous, en tant qu'humains, rien que de donner des instructions à la machine, c'est déjà quelque chose que nous n'avons plus vraiment envie de faire. Donc si elle peut déterminer elle-même ce qu'on veut à partir du résultat que l'on veut voir, c'est simplement plus simple. Ouais, alors il y a peut-être un peu de ça, mais en gros, en réalité, tout ça c'est de la faute de cette bestiole, le smartphone. Parce que quand vous téléphonez, quand vous allez voir sur un site internet, vous faites quoi? Vous générez des centaines de milliards de millions de données. Et ce sont ces centaines de milliards de millions de données qui sont analysées par les IA et qui ont permis la construction des IA par les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et j'en passe, ont récupéré toutes vos données que vous leur offrez gratuitement, gracieusement, et c'est à partir de là que les IA ont été créées, combinées au réseau de neurones. Voilà. Alors quand même, Henri, je pense que le jeune homme a en partie raison et il met le doigt exactement sur une question intéressante. C'est-à-dire qu'au départ, on a commencé à simuler les gestes et à déployer les gestes à travers les machines. Et ensuite, on a déployé les systèmes de pensée. Les bouliers, les premiers systèmes de calcul automatique sont des systèmes de pensée simulés aussi. Et plus ça va, plus on a déporté le corps et l'esprit de l'homme dans la machine. Maintenant, on est rendu à la phase supérieure, c'est-à-dire qu'en retour, elles sont en train de nous former. D'une certaine manière, ce qui se passe sur les réseaux, c'est l'extension de nos mémoires. Par bonheur ou par malheur, on ne sait pas. Hein. On dit souvent que finalement on perd la mémoire. On est en train de les déporter, on est en train de s'hybrider. Attends, parce que c'est un point important. Parce que ce qu'on va montrer dans le design génératif, c'est un peu ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a délégué plus ou moins dans l'art aussi le geste et la pensée à la machine. Et le diaporama qu'on va vous présenter, il va évoluer entre ces 2 pôles. C'est-à-dire des gens, des artistes qui ont simplement délégué la fabrication, mais tout le process, il est là-haut et il est là. Et puis d'autres qui petit à petit vont tout déléguer, y compris les systèmes conceptuels aux machines. Et là, on est plus proche de l'IA. Et ce qu'on va vous montrer à travers ce qui va vous être présenté de suite, c'est une navigation entre ces 2 pôles, sachant bien que souvent, c'est un peu des 2. Oui, je suis d'accord sur le fond. Alors, je vous propose de lancer tout de suite le caout.
Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Donc, il y a 20 questions. Vous allez répondre à ces 20 questions et on verra les scores au fur et à mesure. Ce croquis a été fait par Un robot, un enfant, un artiste, aucune des réponses. Tic-tac. vous avez le compteur qui s'affiche Ouais. 8 secondes. 8 secondes, il vous reste 8 secondes pour répondre. Attention, attention. Alors, un robot. Waouh, vous êtes bien débrouillé. Hein. En effet, c'est dessiné par un robot. Ah, 6 personnes ont cru que c'était un artiste. Hein. Et non, ben voyez, les IA sont parmi nous. Hein. Elles savent déjà dessiner. Allez, next. Pardon. Cette œuvre a été produite par Une illustre inconnue. Galdrim et une machine La nature. toute seule. Alors, moi j'aime bien hein, cette œuvre. Hein. Période bleue. Ouais, période bleue, ouais, tout à fait, 1928. Eh bien, bravo. En effet, c'est de l'art fait avec une IA, en fait. Alors, voyez les scores, là. Attention, Nickname, on ne sait pas qui est Nickname, mais Nickname est puissant. Il a déjà 1651 points. C'est une intelligence artificielle, Nickname. Ah, je Cette pense image a été aussi. produite par Un algorithme. un artiste. Les deux, mon capitaine. Non, ce sont des fractales. Bon, c'est plus dur, là. Hein. Attention. Bientôt la réponse. Oh, on leur donne trop de temps, en fait. Hein. Ah, vous voyez, c'était plus compliqué. Un algorithme, et non, c'est un artiste. C'est Vasarely, c'est de la série Vega. Et c'est vrai qu'il fait partie des artistes de la cybernétique et de l'art optique. Et il peint avec des formules mathématiques, si on peut dire. Cette image a été faite par l'homme, la machine, la nature. la machine et l'homme. C'est très conceptuel. Ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est conceptuel. Alors, la nature, bravo, vous avez été très perspicace. C'est là où on voit l'être humain. Non, c'est pas une texture pour la 3D, mais ça pourrait. On a hésité, en fait. On a hésité. Bravo, Louise. Cette œuvre a été faite par Vincent Van Gogh. Rembrandt, Une machine. un homme plus une machine. Bon, de toute façon, là, c'est évident. C'est évident. C'est une évidence même. Alors, 6 ont pensé que c'était un Van Gogh. 8 ont pensé que c'était un Rembrandt. 3 une machine et que 2 un homme et une machine. Eh bien, je vous annonce que vous venez d'apercevoir le dernier Rembrandt qui a été produit par l'humanité. C'est pas une blague. Qui a été fait par une IA. Par une IA. Il a été tellement bien fait, je vous expliquerai comment, que même les experts se sont pratiquement fait avoir. Et oui, maintenant les IA peignent des Rembrandts. Et c'est un Rembrandt, pas un Van Gogh. Louise, attention Louise. Lequel est l'original? Mais de quoi? Celui de droite? Celui de gauche. On ne sait pas. Alors moi, je ne sais plus. Hein. Ben, pour être très franc, on a eu beaucoup de mal nous-mêmes à déterminer lequel était l'original. Hein. Mais il y a bien un original sur les deux, et l'autre, c'est un androïde. C'est peut-être son frère. Peut-être. C'était pas évident, hein, pour être franc. C'est celui de gauche. Allez, Non, on fonce. Cette œuvre a été faite par Oui. Ouais. Vincent Van Gogh, une machine, Henri Matisse, un homme et une machine. C'est un style évident. Ah, le style est vraiment, alors là, caractéristique, je dirais. Je pense que, chers confrères, là, il n'y a aucune évitation. Début Aucune. 20e ou début 21e? Oh, moi, j'aurais cru que c'était un Van Gogh, mais en réalité, c'est un homme et une machine. C'est de l'IA plus un homme. Cette œuvre a été faite par Cette œuvre,
Une machine plus une imprimante 3D. Ceci n'est pas une œuvre, mon capitaine. Marcel Duchamp. Allez, choisissez. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art, on a fait un gros clin d'œil là. Hein. Un très gros clin d'œil. Je vous annonce que c'est bien Marcel Duchamp et que c'est une œuvre fondatrice de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. C'est un ready-made, un objet exactement. du quotidien détourné et inscrit dans les musées. Cette œuvre a été produite par une machine. On ne sait pas. La nature. Benoît Mandelbrot. Ça ressemble fortement à certaines choses, ça. Certaines choses que vous pouvez soit voir, soit manger. Alors, ben, la nature, oui, en effet, c'est un chou romanesco. Mais on peut le faire en fractal, parce qu'en réalité, ça démontre parfaitement la théorie des fractales, et c'est une fractale naturelle, comme on dit. Donc, on aurait pu dire fractale, en fait, aussi. On a eu d'ailleurs du mal à trouver des images vraiment évidentes. Cette œuvre a été produite par une machine. Les deux, mon capitaine. Un studio de designer. La nature. Il fallait dire les trois, là. Ouais, on aurait pu dire les trois, ouais. Mais bon. Je sais pas si c'est des Barelli ou des... je sais pas. 11 minutes de cuisson. Alors, en effet, c'était un studio de designer. Qui s'appelle Nervous System. Et qu'on vous montrera tout à l'heure. Cette photo vous montre Auguste Renoir. Un androïde. Un scientifique. Un ministre. Un algorithme. Mince, il n'y a plus de place. Je ne savais pas qu'il y avait des crèches de droïdes. Hello. Eh bien, je vous présente quand même notre ministre hein, et un scientifique aussi. Les deux étaient justes. Puisque vous venez de voir Cédric Villani, qui est le scientifique qui est ministre et qui s'occupe de développer en France l'intelligence artificielle. Donc c'est un nom à retenir quand même, parce qu'il fait beaucoup pour l'IA. En dehors de tout contexte politique, là je parle, hein, franchement, c'est un gars qui est très très actif en tant que scientifique pour l'IA. Alors je ne sais pas qui c'est, mais c'est lui qui est en train d'exploser les scores. Pardon. Cette image représente rien. L'activité neuronale. Le cerveau. Un algorithme. On a beaucoup discuté pour enlever cette image, mais bon, finalement, vous la laissez. Bon. Alors, ouais, on n'aura pas le temps de tout faire. On va accélérer, on va faire moins de commentaires. Ce dessin a été fait par... En fait, 20 secondes, c'est trop long. Une machine. Un être humain. Un enfant. Bon, là, c'est assez simple, en fait. 14, ouais. Non, ça va aller. Bon, en fait, c'est une machine qui est... C'est 17e ou 15e, je ne sais plus. 18e siècle, c'est les automates de Jacques Edrose, qui a fait plusieurs automates, dont le dessinateur qui était capable de dessiner le petit chien. Vous vous rendez compte quand Ces hommes présentent à Dubaï un tableau de Renoir, un tableau de Van Gogh, un tableau d'un robot et d'un programme, un tableau de Rubens. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Le tableau, hein, pas les hommes, hein, évidemment. Derrière, c'est Dubaï. Non, les hommes sont des robots, évidemment. Voilà, des androïdes. Alors, on va voir la réponse. Alors, en réalité, c'est bien un tableau de Van Gogh, mais c'est une copie d'un tableau de Van Gogh. Mais fait officiellement et vendu 50 000 € à Dubaï. Ce tableau est fait par Jackson Pollock. Des robots. Yves Klein. Un enfant. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Alors, c'est des robots, c'est bien des robots qui l'ont fabriqué, carrément, des robots. On vous montrera tout à l'heure l'artiste qui utilise ces robots. Ouais, cette sculpture a été faite par Alberto Giacometti. De termites. Un robot. Le vent. Le vent au bord de la plage. Ouais, moi je pense qu'il y a de la plage là-dedans. Même il y a du sable, je pense. Bon, en fait, on est en train de parcourir plein de choses qui se font en ce moment. Hein. Et
Non, c'est pas des C'est pas des c'est pas des termites, c'est un robot. On est Et c'est coquin, fait- mais pas à ce point-là. Et c'est fait avec du sable. C'est un robot qui manipule du sable. C'est une imprimante 3D qui manipule du sable en Cette fait. œuvre a été produite par Un élève durant son cours de maths. Ça aurait pu être toi. Hein. Ouais, ça aurait pu être moi, ouais. Sol Lewitt, Vera Molnar. une machine. Alors ça, c'est une artiste extraordinaire. On vous en parlera après, mais c'est vraiment extraordinaire ça. Bon, on triche un peu en disant ça, mais c'est pas grave. Non, c'est vrai. Une machine, non. Vera Molnar, oui, tout à fait. Ouais, Vous en parlerez exactement. un tout petit peu. C'est toujours devant. Il faut que les autres se rattrapent quand même. Cette Là, œuvre a été il produite reste deux par questions. Francis Bacon, Une machine. Diego Velázquez. On n'en sait rien. Alors, eh bien, figurez-vous que cette œuvre a été faite par une IA et que cette œuvre a été vendue la modique somme de 400 000 $. Ouais, une IA, 400 000 $. Les IA vendent leurs œuvres maintenant. Alors le problème, c'est à qui appartient l'argent? À l'IA ou au programmeur qui l'a fait? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un cours de peinture ou de programmation? Ou les deux, mon capitaine? Cette image représente un virus biologique, Une fractale, une plante, un virus informatique. Alors, ouais, 20 secondes, c'est trop long. 10, c'est... Mais bon. Eh bien, la réponse, Oui. c'est un virus informatique. C'est fou, hein? tout à fait. On va vous le présenter tout à l'heure. C'est un artiste qui donne forme au virus. Ouais, bravo No Mind, il est passé devant C. C'est Nonimad. Ce bronze a été fait par Alors, un sculpteur. un robot, Les deux, mon capitaine. des moines bouddhistes. En plus, j'ai travaillé avec des moines bouddhistes il y a 2 ans pour leur faire ce type de statue. En photogrammétrie, en 3D et en impression 3D ensuite. Bien, ce sera notre dernière question. Et en effet, en fait, c'était un sculpteur et un robot. C'est-à-dire un sculpteur 3D et une imprimante 3D. C'est du faux bronze. Ça s'appelle du bronze à froid, en fait, en réalité, pour être très précis au niveau... Bien, voici les 3 compétiteurs qui ont gagné. Nonimand, Jean-Pat et C. Bravo, félicitations. Alors, qui est Nonimad? Bravo, jeune homme. Parce que c'était pas simple quand même. Hein. Ok. Allez, on revient sur le... Alors, on va revenir sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'art et la machine. C'est ici. Hop. Bon, le plan, on va le passer très vite parce qu'on va le faire, on y va. Donc le grand 2, c'est, on va pas vous reparler de tout parce que ce serait trop long, mais on va faire le focus sur quelques artistes que vous avez vus. Je laisse la parole à mon collègue sur Vera Molnar, qui est une très grande artiste. Oui, voilà, moi je voulais présenter Vera Molnar, vous avez 2 images devant vous, qui sont un peu de la même famille graphique. Et Vera Molnar donc, a la particularité d'avoir fait de l'art à l'ordinateur avant qu'il y ait des ordinateurs. C'est-à-dire qu'elle faisait des procédures, hein, on pourrait presque faire un cours de programmation à partir de ses œuvres. Elle listait des procédures et ensuite elle exécutait à la main. Donc vous avez le dessin de gauche qui est fait à la main et celui de droite qui a été fait au plotter, c'est-à-dire une table traçante contrôlée par ordinateur. Donc on voit qu'en fait, que ce soit écrit par un programme ou que ce soit écrit en français, on pourrait même dire avec un algorithme, c'est une manière de générer du graphisme. Alors, elle a fait ça aux environs des années 60 et puis elle a continué ensuite. Et elle est reconnue aujourd'hui comme étant une des personnes les plus importantes de ce qu'on appelle les artistes algoristes, qui utilisent des algorithmes. Ok, on va passer à la suite. On Alors, va aller vite là. on est dans la même famille, c'est Manfred Mohr. Alors tout ce qu'on vous dit actuellement, les liens sont sur notre PowerPoint qu'on vous montrera à la fin pour que vous alliez creuser par vous-même. Manfred Mohr, même famille artistique, les algoristes, peinture géométrique générée à partir des concepts et à partir de listes d'instructions. Et ensuite, il s'est mis à la programmation. Et ce que vous avez devant vous, ce sont des permutations de cubes dans l'espace pour générer des formes géométriques. Alors juste une petite parenthèse. Pourquoi est-ce que ces artistes se sont mis à utiliser les algorithmes? Pour plusieurs choses. D'abord, pour explorer le monde des possibles, c'est-à-dire les combinaisons de formes, par exemple. On pourrait, dans un carré, tracer des traits à la main de manière systématique.
Mais c'est vrai qu'avec le programme informatique, on peut faire ça en quelques minutes, en quelques instants, et en allant beaucoup plus vite. Donc d'abord, générer de la variété, expérimenter de la variété. On va passer à la suite. Alors ça, c'est les automates de Jacques de Droz. En fait, l'automate que vous voyez là, donc on est au XVIIIe siècle, c'est un automate mécanique, entièrement mécanique, et il y a un programme qui lui fait faire des dessins. Il dessine sur la mémoire 3 choses, un portrait, un chien, et le troisième, c'est, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête, le troisième. Alors, là, on peut dire qu'on est dans du séquentiel pur, c'est-à-dire on déroule en fait la mécanique qui déroule le dessin. Donc le dessin sera à chaque fois pareil. On est dans de automatisme pur. Ah, John Maeda, là je laisse la parole à mon collègue parce que c'est vraiment un des créateurs de l'art génératif. Alors John Maeda qui a fait le MIT, Massachusetts Institute of Technology, est reconnu comme un des pères du design génératif. Il a étudié au Massachusetts Institute of Technology et il s'est mis à programmer. On peut dire que sa particularité, c'est d'avoir inventé un outil de programmation pour les artistes qui au départ s'appelait DBN, Design by Numbers. Avec des lignes de code toutes simples, on apprenait à programmer surtout autour du graphisme. Mais pour la petite histoire, John Maeda, c'est le père des 2 artistes que vous allez voir ensuite, enfin le professeur, mais le père spirituel, on pourrait dire, de Ben Fry et de Caserea, qui ont inventé non moins que Processing, le logiciel de programmation gratuit qu'on retrouve et qu'on vous montrera en fin de diaporama. Je vous invite à aller voir son site, dont on a un tout petit morceau ici. Son dernier livre, c'est How to Speak Machine. Donc, comment parler avec une machine ou parler comme une machine. C'est un artiste majeur sur tout ce qui est art génératif. Vraiment, voilà, dès qu'on fait de l'art génératif, il faut le connaître. OK. Ensuite, on va passer... Alors, justement, un des étudiants de John Maeda, Caserea, un des créateurs de Processing. Je vous ai mis ici un extrait vidéo un peu glitch avec des petits carrés partout. Il fait un programme qui en fait, redistribue le flux vidéo différemment sur l'écran en live. Donc on va vous montrer un extrait. Un petit extrait. Hein. C'est un flux vidéo en live qui est retraité. Alors soit pour faire des espèces de tableaux abstraits comme vous les voyez, ou soit des performances. Donc je vous invite aussi à aller voir son lien. C'est un très grand programmeur. Au niveau du visuel et du son, et qui est complètement dans la veine du design génératif. Alors, est-ce qu'on peut montrer son site web là On va pas avoir le temps. Hein. Juste la page d'accueil. Voilà, pour les gens intéressés, regardez le nombre de programmes et de démos qu'il y a sur cette page. Les codes sont donnés, hein. Vous avez accès directement au code pour travailler. Attention, pas là-dessus. Ah, pas là-dessus. Je croyais. Par contre, là, ce sont ses œuvres. Et ce qui est intéressant encore de retenir, c'est que ce sont des œuvres générées. C'est-à-dire qu'il fait lui-même ses programmes qui génèrent les œuvres, que ce soit des œuvres statiques, des tableaux ou des vidéos. OK. Ça, c'est un autre élève. Alors, c'est Ben Fry. C'est le co-auteur avec Caserea de Processing. Voilà, la page d'accueil du site web. Je voulais juste vous montrer une image qui n'est pas forcément évidente, mais je voudrais vous la commenter un petit peu. Ce que vous avez là, c'est ces lignes de code qui dessinent elles-mêmes leur propre comportement. C'est-à-dire on voit toutes les récursivités dans le programme. Et ça génère en fait une espèce de forme abstraite. Un peu comme si l'algorithme se mettait à jour lui tout seul, en fait. D'accord ? On voit le squelette de l'algorithme. Encore un artiste très connu du design génératif qui s'appelle Golan Levin et qui programme lui-même ses installations. Oui, tous les artistes qu'on a vus, Maeda, Ben Fry, Caserea et Golan Levin, sont des artistes qui programment leurs propres outils ou qui montent des équipes autour de leurs projets pour développer leurs propres outils. Alors, on fait un petit extrait. Vous avez ici une installation à l'ouverture d'un bâtiment. En temps réel, c'est-à-dire que vous avez une caméra dans un autre espace qui capte les visiteurs, et vous avez un programme qui vient faire un espèce de collage infini de tous les portraits des gens qui sont passés. Je voulais montrer pour l'aspect un petit peu drôle, très facile d'utilisation au niveau de l'utilisateur, mais aussi pour vous montrer que si on avait à faire tous ces collages à la main, évidemment que ce serait absolument impossible en termes de temps. Donc c'est un programme qui génère ça en temps réel. On va vous montrer juste la page d'accueil de son site. Et je vous invite à aller voir, à aller creuser par vous-même. Golan Levin. Ah, il est pas là. On va le retrouver à la fin du diaporama.
Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est Alex Dragulescu. Est-ce que tu peux cliquer sur le lien? Qui, en fait, programme aussi dans Processing et qui, en fait, essaye de donner des formes au virus ou au spamware. Et il invente, en fait, des espèces de plantes, des espèces de virus qui nous rappelleraient des virus biologiques, mais qui sont, en fait, des vrais virus informatiques qu'il a étudiés et puis qu'il a formalisés d'une certaine manière. On est là dans ce qu'on appelle la visualisation des données, d'une certaine manière, avec un parti pris artistique. Il y a deux choses qu'il fait particulièrement bien, enfin, ça, qui m'intéressent. Ce sont les virus que vous voyez là et des architectures de spamware qui donnent des espèces de gros blocos qui rappellent une architecture postmoderne. Donc allez voir son site, Alex Dragulescu. Tiens. Alors, les robots. Alors, ça, c'est un travail fait à partir de robots qui dessinent tout seuls. En fait, ce que vous avez vu dans le Kahoot, ce sont le résultat du dessin des robots. C'est un peu le jeu de la vie, c'est-à-dire que les robots se déplacent, quand ils se rencontrent, il y aura des collisions, etc. Et il y a un mélange entre le hasard et la programmation. Et ça donne des œuvres. Voilà. Alors, on va aller voir le lien. Et Lionel Moura. Ouais, exactement. Il y a une programmation des robots par essaim, en fait. C'est une espèce d'intelligence collective. Les robots se repèrent. C'est pas simplement un robot qui avance et qui fait un tracé. C'est un peu plus compliqué que ça et plus intéressant. Ce sont des robots qui se détectent et qui essayent de développer quelque chose en commun. On n'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave, le lien n'est pas bon. La chose à retenir en fait, c'est... non, c'est pas bon. Non, c'est pas le bon lien. C'est pas le bon lien, désolé, on va sortir la pub tout de suite, on n'en veut pas. C'est Artiste au robot qui a été fait au Grand Palais. Je pense que c'est une pub qui a eu avant, tout simplement. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Mais de toute façon, vous pouvez aller voir ce site, hein, Artistes et robots au Grand Palais. Exactement. À partir duquel on a sélectionné certains artistes que vous voyez. Alors, voilà Patrick Tressé. Alors, Patrick Tressé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, le petit oiseau que vous avez vu en début de Kahoot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est une caméra, un programme qui va analyser l'image et qui va demander à un bras robotique de redessiner. Et ça donne ce type de dessin. Vous voyez, ce qu'il a dessiné en fait ici, c'est l'oiseau qui regardait. Voilà. Et donc, c'est assez intéressant parce que... là, c'est plus l'homme qui dessine, hein. C'est la machine qui dessine. Alors, on peut dire que c'est quand même l'homme, puisque c'est l'homme qui a programmé la machine. Et tout le débat aujourd'hui dans l'art, entre l'art, la machine, les robots, les IA, etc., c'est ça. Est-ce que c'est l'homme qui travaille ou est-ce que c'est la machine qui travaille? Voilà, le robot qui dessine. Pendant le dessin, il n'y a aucune intervention humaine. Hein. Ce n'est pas un humain qui guide le robot. Hein. C'est le programme qui interprète l'image et qui dessine. Comme nous, on voit un oiseau, on dessine l'oiseau. Voilà. Là, si je peux dire, on est dans la oui, on va baisser un peu le son, je crois. On est dans la délégation et la simulation complète, c'est-à-dire du geste, du système de perception et de système d'action. Tout est délégué à la machine. Ok. Mais on va aller encore plus loin. Ferme ça parce que ça va oui, faire du son. Non, mais... Ah. Alors, vas-y. Effectivement, ce n'était pas des termites. C'est un groupe d'étudiants en architecture à Barcelone qui a fait une imprimante expérimentale qui permet, tu peux lancer en même temps, de faire des constructions, des sculptures à partir de sable. Alors, je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un côté organique dans leur sculpture qui diffère un petit peu des impressions 3D qu'on connaît. Et surtout que cette imprimante peut imprimer verticalement. Donc on peut envoyer le sable dans cette direction-là. On va avancer un peu la vidéo. C'est juste pour vous faire voir le principe et que vous puissiez aller voir par vous-même. Ça, c'est de la colle, hein, tout simplement. Voilà, c'est de la colle. On espère que c'est de la colle bio. Ça, c'est l'imprimante. Pour manipuler du sable. C'est une imprimante à céramique, en fait. C'est les Allemands qui l'a produit, cette imprimante, d'ailleurs. Bon, on va avancer plus loin. Voilà, ça, c'est intéressant. On va laisser ça. 2 secondes. Voilà. Donc, vous voyez le sable qui arrive, là, et qui construit, en fait. Voilà, c'est le principe à voir après. Ok. Ensuite, ouais, par contre, je vais l'éteindre. Tiens, introduit. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Alors, Michael Hansmeyer. Michael Hansmeyer, oui, je vais fermer celui-ci. Hop. Alors, Michael Hansmeyer, qui est architecte et qui fait
qui travaillent à partir justement de programmation et d'algorithmes pour générer des sculptures ou des architectures. C'est fait à partir d'impression 3D et de programmes génératifs. Donc il y a des programmes génératifs qui font les architectures, des colonnes que vous voyez là, et ensuite c'est imprimé couche par couche par des imprimantes 3D. Voilà. C'était avec Roboyard au Grand Palais, et on se baladait. Les colonnes, elles font 4-5 mètres de haut, hein. C'est-à-dire on se baladait entre les colonnes là, en fait. Voilà. C'est assez, en fait, ça fait penser au temple en Asie. On a l'impression d'être un peu dans un décor alien de science-fiction, mélangé de asiatique et de science-fiction. À la limite de Giger même. Ouais. Ah ben, Nervous System, je te laisse l'introduire puisque. Oui, voilà, Nervous System, qui est un studio américain de design. En fait, je les ai découverts en fouillant sur le site de Processing que je suis depuis très longtemps. Et j'ai remarqué qu'ils utilisaient des algorithmes de création de végétaux pour faire des formes en 3D. Et puis j'ai même remarqué qu'ils avaient construit leur studio de design. Et ils m'ont gentiment autorisé aujourd'hui à montrer les images. Ils sont très très sympas, très ouverts. Donc ils font des bijoux, ils font des objets 3D. Et surtout, ils font leurs propres outils de génération d'objets en 3D. Surtout à partir d'algorithmes de croissance des plantes, comme vous le voyez là. Ouais, on le voyait mieux. Voilà, regardez. Voilà. Et tout ça, c'est fait à partir de Processing, le fameux langage dont on vous a parlé. Processing, aujourd'hui, si vous voulez faire de l'art et apprendre un langage, c'est Processing qu'il faut apprendre. Alors, on passe en fait aux IA. Ce que vous voyez devant vous, eh bien, ce sont tout simplement des IA qui ont travaillé avec des artistes. Alors, comment ça se passe ? Bon, d'abord, c'est Google. C'est la Google Dream Machine. Vous inscrivez sur un site. Et puis, sur ce site, vous pouvez, à partir d'images que vous allez donner, créer ce type d'image. Alors, évidemment, il y a un mélange de hasard et d'IA. Et donc, on n'est jamais sûr du résultat. On a eu beaucoup de résultats un peu difficiles. Mais je vais vous montrer, on peut montrer les résultats, on a fait un petit concours, tu peux montrer peut-être les résultats, et je vais les montrer en ligne, vite fait. Donc, il faut que j'aille juste sur la Google Dream Machine, si on y arrive à y aller. Je passerai par là, ça sera beaucoup plus rapide. Et donc, on avait organisé pour cette conférence un petit concours, et à partir d'images, je ne sais pas s'il y a des gens qui envoient des images dans la salle. Non? Si, normalement, il doit y en avoir, puisque je vois Raphaël qui est là, qui a envoyé des images, et Alice aussi. Et donc, je vais vous montrer la Google Dream Machine. Et voilà, Google Dream. Oui, vas-y, montre-les. De toute façon, vu l'heure qu'il est, il faut qu'on avance. Donc, hop. Voilà. Oui, oui, c'est pas du tout un mélange, c'est pas un filtre. Hein. On croit au début que c'est un filtre. Bon, voilà le principe. Quelqu'un donne cette image-là, et là, il y a le mélange de deux images. Mais en réalité, vous voyez les deux, là, on voit bien le mélange. Je vais voir si j'arrive à me connecter sur le mien. Pas sûr. Si je mets Gmail, peut-être, je vais me connecter. Alors, je ne sais pas si les jeunes filles qui les ont envoyées sont dans la salle, mais donc, elles ont gagné leur portrait fait avec une IA. Hein, voilà, et avec un peu de chance, je devrais pouvoir me connecter rapidos. Profil, boum, boum, boum. Voilà. Et vous voyez, voilà, elles ont été produites ici. Je vous montre, voilà, à partir de leur image. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire plein de versions différentes. Et donc, l'IA va inventer des tas de choses en fonction des choix que j'ai fait en tant qu'artiste. C'est vraiment une coproduction entre une image qu'on met, les choix qu'on fait et l'IA. Donc c'est une coproduction artistique. Voilà une démonstration d'une coproduction artistique. Alors, la chose très 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 importante, c'est que réellement, vous pouvez tous aller travailler sur ce type de programme. Voilà, vous voyez, il y a plein d'essais qui ont été faits. On va passer ici pour retrouver les résultats ici. Ben voilà, par exemple, là, un des résultats qui a été sélectionné par le jury, c'est celui-ci. Donc, le message important, c'est qu'à l'heure actuelle, il est réellement possible d'aller produire de l'art avec des IA. Il suffit d'aller s'inscrire sur ce site, vous tapez Google Dream Machine et vous pouvez faire vous-même vos expérimentations. Après le débat, est-ce de l'art, est-ce des œuvres, est-ce qu'un travail algorithmique? C'est à vous de répondre. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des artistes peuvent se mettre à coproduire
des œuvres avec des intelligences artificielles. C'est une réalité, ce n'est pas de la science-fiction. Ces œuvres-là, elles ont été produites hier soir, tout simplement. On a fini à 3 h du matin, si ma mémoire est bonne, pour finir de produire les œuvres. Voilà, avec les IA, pas tout seul évidemment, en ligne avec Google. Ok, on va revenir sur... Nous, on regardait les IA. 5 minutes. Alors, ouais, il nous reste 5 minutes. Attendez, on va retrouver... on était là. Ok. On choisit quoi? Ah, celui-là, il faut que j'en parle. Après, je te rends la parole pour faire la conclusion, même si on ne voit pas tout. Explique celui-là. Ouais. J'explique celui-là. Il est fantastique. Ouais, il faut qu'on aille voir le... Donc ça s'appelait le projet Next Rembrandt, The Next Rembrandt, qui a été fait avec Microsoft et la banque ING, et le musée Rembrandt, évidemment. Bien, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné à une IA toute l'œuvre de Rembrandt, c'est-à-dire tous les tableaux, les croquis, les dessins faits par Rembrandt ont été rentrés dans une IA. Et on a dit à l'IA, faites-nous le prochain Rembrandt. C'est-à-dire qu'on veut voir Rembrandt qui peint. Attention, quand ils ont donné les tableaux, ils n'ont pas fait que des photos des tableaux, hein. Ils ont analysé la structure des couches de peinture, combien il y avait de couches de peinture, quels étaient les pigments, comment vieillissent les pigments, etc., etc. Et ensuite, ceci n'est pas une image numérique, c'est un Rembrandt qui a été imprimé, je crois qu'il y a 28 couches. Il a été imprimé et il a été mis dans le musée, parce que les experts ont dit carrément, mais c'est un Rembrandt. Ouais, c'est le Rembrandt qu'aurait peut-être fait Rembrandt avant de mourir. Donc, ça pose énormément de questions. Nous, on n'a pas les réponses. Regardez le tableau qui est en train de s'imprimer avec toutes les couches qui s'impriment. Donc, c'est quelque chose de fantastique. Concrètement, aujourd'hui, on vend des œuvres fabriquées par des IA ou coproduites entre des hommes et des IA. C'est plus la science-fiction, c'est la réalité. Évidemment, dans le cas de Rembrandt, les moyens se comptaient en millions de dollars. Dans le cas ici, les moyens... Ben, vous faites une photo avec votre portable et c'est gratuit. Voilà 2 exemples totalement différents. Ça, c'est à votre portée. Rembrandt, pas la mienne non plus, hein, pas celle de l'université. Mais par contre, plus les années avancent et plus on va être en train de produire avec des IA et faire des coproductions. Vas-y. Ouais, on le stoppe. Ok. Alors, tu voudrais montrer pour finir, parce qu'il nous reste que quelques minutes, je crois. Vas-y. Vas-y, prends le mien. Oui, donc vous renvoyez vers le... Non, je vais aller rapidement, je vous renvoie sur le site de Processing. Vous dire que c'est un outil gratuit. Je ne suis pas là pour vendre Processing, mais simplement, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, moi, je m'en suis emparé et ça a été... c'est vraiment un outil qui est devenu commun pour moi, quoi. En tant qu'artiste qui vient du visuel, je me suis totalement approprié. Donc, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Mac, PC, Linux. Et ici, sur la page d'exhibition, vous pouvez aller voir plein de démonstrations, plein de démos qui sont faits par des artistes compris en main Processing en tant qu'outil. Voilà, j'en mets un en exemple. Alors, par contre, effectivement, comme le disait Henri tout à l'heure, sur Processing, vous avez des codes open source que vous pouvez télécharger, effectivement, et tout un tas de bibliothèques. Donc, c'est un projet qui continue de s'étendre, puisque des programmeurs rajoutent des bibliothèques pour la 3D, pour la vidéo, pour le son, etc. Voilà, je voulais vous le montrer pour que vous puissiez vous en emparer. Ensuite, on va finir peut-être ici. Deep Dream Generator, c'est ce qu'on vient de voir. Peut-être, voilà, si vous voulez. Nos sites web, mon site web thierryguibert.fr. Voilà, je vous invite à aller voir le projet Solaris que j'ai fait avec deux personnes, un roboticien et un programmeur, et qui permet à partir de disques graphiques de faire de la synthèse audiovisuelle. Donc c'est du génératif pur, 2D, 3D et son. Voilà. Et puis Henri. Et donc pour finir, moi je vous mets 2 sites, artnumérique.eu qui est un club d'art numérique à l'université Bordeaux-Montaigne, donc qui est ouvert à tous les étudiants de Bordeaux-Montaigne, et ben dans lequel on fait pas mal de choses sur l'art et le numérique justement, on explore. Et puis Muso 3D qui est mon activité un petit peu, on va dire associative en dehors, sur la 3D, la sculpture numérique, etc. Et il travaille avec les musées. Donc on vous invite à retrouver tout ça. Alors je pense que ce sera certainement sur le site de CapScience ou du BGF peut-être. En tout cas, que ce soit sur le site qu'il y a ici Art Numérique ou sur le site de CapScience ou du BGF, vous pourrez retrouver le PowerPoint. Bien, on va vous remercier de votre attention et on va finir la... Non ? Question ? Oui, est-ce qu'il y aurait des questions dans l'Assemblée ? Oui, très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Non.
Non? Ok, merci bien.